Salut les amis. J'espère que vous passez une super journée. Je voulais juste vous demander un petit service, est-ce que vous pourriez soutenir ma chaîne en laissant un petit j'aime sous mes vidéos? Ça nous aiderait énormément à rendre notre contenu plus visible sur YouTube et à partager nos aventures avec encore plus de monde. Merci infiniment pour votre soutien incroyable, vous êtes les meilleurs. Nous retournons maintenant à un souvenir du passé, lorsque Vikir se préparait et étudiait pour sa prochaine bataille avec Madame Huitpatt. Ses yeux restaient concentrés tout au long de la nuit, et il se rappelait de son évaluation pratique où il avait eu des soupçons lorsqu'il avait croisé le Cerbère qui avait été chassé du territoire. Une question lui était venue à l'esprit, pourquoi les barbares devaient-ils chasser les monstres dangereux de la montagne le rouge et le noir? La raison en était l'expansion territoriale. Les barbares avaient été chassés dans la montagne le rouge et le noir à cause de la menace. C'est ainsi que Vikir avait pu trouver le repère de Madame, caché à l'arrière. La véritable raison pour laquelle Madame utilisait les barbares dans la forêt pour chasser le Cerbère et les monstres de l'enfer était pour s'éloigner de sa faiblesse, qui était le feu de l'enfer. Vikir ne pouvait pas croire que la faiblesse de Madame avait été juste sous son nez tout ce temps. Nous retournons maintenant au moment où Vikir dirigeait son épée directement vers le cadavre de l'Oxbear. Alors qu'il enfonçait profondément sa lame dans le corps inerte de l'ours-bœuf, il libéra une petite étincelle composée du feu de l'enfer dont avait peur Madame, déclenchant ainsi une réaction en chaîne alors que les gaz dans le corps mort commençaient à s'enflammer à cause du feu de l'enfer que Vikir avait apporté. Le feu pourpre de l'enfer continuait de se propager dans toute la caverne, utilisant les cadavres que Madame avait accrochés au mur avec sa toile. L'explosion du feu de l'enfer de Vikir ne faisait qu'agrandir. Madame ne pouvait rien faire d'autre que regarder avec horreur de ses multiples yeux alors que le feu pourpre de l'enfer s'approchait encore plus près d'elle. Il était temps pour elle de recevoir le karma qu'elle avait accumulé après avoir tué tant de gens. Même le feu pourpre de l'enfer se transforma en crâne mortel représentant ses nombreuses victimes alors que le feu pourpre de l'enfer l'engloutissait enfin complètement. Vikir descendit facilement à l'extérieur du repère de Madame, observant son entrée être recouverte de fumée et d'embrasement pourpre. Il expliqua ensuite que depuis qu'il avait découvert la faiblesse de Madame, le feu de l'enfer, il devait s'assurer qu'elle ne s'échappe pas du repère qui était rempli de toiles. Il savait également qu'elle ne pouvait pas sauter à cause de ses nombreuses pattes et que Madame, incapable d'utiliser ses toiles en ce moment, trouverait impossible de s'échapper, peu importe sa force tant qu'elle est en vie. Si elle inhale de la fumée, son intérieur brûlera en raison des températures élevées du feu de l'enfer, sa peau extérieure fondra. Vikir continua à regarder tandis que le repère brûlait toute la nuit. Il croyait que tout ce qu'il devait faire maintenant était d'attendre que Madame meure. Une fois que le feu s'éteindra, il lui suffira de récupérer les capacités de Madame. Mais soudain, il ressentit une immense pression qui le fit plier. Vikir se retourna immédiatement pour balayer la zone du regard et voir d'où cela venait. Il pouvait voir que toute la région ressentait la même pression intense que lui. Bientôt, la pression disparut, de même que les flammes qui couvraient l'entrée du repère, ne laissant derrière elles que de la fumée noire, jusqu'à ce que quelque chose surgisse rapidement et coupe à travers la montagne. Quelque chose émergeait de l'attaque soudaine de l'intérieur de la montagne, au grand choc de Vikir. Madame avait survécu à son plan d'explosion, révélant son corps rempli de blessures de combat causées par le feu de l'enfer. Mais Vikir ne pouvait pas croire qu'elle avait détruit toute la montagne pour s'échapper. Alors qu'elle descendait lentement de sa montagne, Madame commença à chercher Vikir avec ses innombrables yeux, réalisant qu'elle ne pouvait pas du tout le trouver. Madame décide de cracher une gigantesque boule de poison verte dans les airs. Elle explose dans le ciel comme un feu d'artifice, se divisant en plusieurs petites boules de poison visant partout à travers la forêt. Elle utilisait la méthode classique de l'épandage de poison. Son poison était mortel, car dès qu'il touchait les arbres et les branches de la forêt, il fondait instantanément. Mais Madame était toujours furieuse, émettant de forts sifflements, sans se rendre compte que notre garçon se cachait directement sous elle. Il la regarde d'en bas, des gouttes de sueur nerveuse apparaissant sur son visage, tandis qu'il respire lourdement. Vikir ne pouvait pas croire que Madame ne pouvait pas le trouver. Il remarque que c'était parce qu'elle ne pouvait pas utiliser les poils sur ses yeux et sa peau, car ils avaient été brûlés, et parce qu'elle s'était surexercée et avait détruit la montagne en processus. Il y avait une grande fissure dans sa coque. Vikir met alors en place un autre plan, utilisant ses jambes pour sauter sur son corps, croyant qu'il était encore possible de la vaincre. Vikir fait un salto arrière avant de faire apparaître son épée Belzebub, ses yeux fixés. Il doit viser la fissure créée lorsque Madame a détruit la montagne, et c'est ce qu'il fait, planifiant de porter une attaque puissante en utilisant la 6e technique de Baskerville.
Mais madame était coriace, son attaque rebondit simplement sur son corps. Elle ressentit certainement la douleur alors qu'elle sifflait encore plus fort. Vikir se retira immédiatement sur le sommet d'un arbre voisin, pensant qu'il devait frapper la fissure plusieurs fois de plus. Il se replongea dans un état de concentration intense, espérant porter une autre attaque sur elle, mais avant qu'il ne puisse le faire, quelque chose commença à se passer avec madame. Ses yeux commencèrent à perdre leur peau, révélant des yeux entièrement guéris et opérationnels qui repéraient clairement Vikir juste en face d'elle. Notre garçon ne pouvait que rester bouche bée avant d'être accueilli par une attaque d'une de ses pattes, le projetant à travers la forêt, laissant la destruction derrière lui. Vikir finit enfin par s'arrêter après avoir été projeté en l'air, regardant vers l'endroit où se trouvait madame. Il savait qu'il avait commis une erreur. Il ne pensait pas qu'elle pouvait se régénérer en se débarrassant de parties de sa peau. Avec ses deux jambes soufflées, cela pourrait être dû à la fatigue, mais la vitesse de régénération de Vikir était lente pour l'instant. Notre garçon commença à respirer encore plus lourdement alors que madame se dirigeait vers lui. Mais alors qu'il essayait de se relever immédiatement, une voix lui posa une question. « Alors pourquoi te bats-tu contre un monstre comme ça ?» Une figure apparut à côté de lui alors qu'il était étendu au sol, disant à Vikir que s'il le faisait pour son but, alors il aurait déjà dû quitter la forêt. Les yeux de Vikir commencèrent à s'élargir, sa respiration devenant instable. La voix lui rappelait que pour se venger d'Hugo, il aurait dû seulement penser à le tuer. Vikir leva enfin les yeux pour voir qui c'était. C'était lui, du passé, sous la forme d'un fantôme. Le Vikir du passé lui rappelle que tuer Hugo était son seul désir. Son ancienne silhouette réapparaît sur le sol à côté de lui, disant à Vikir qu'il était devenu terne et lent depuis qu'il était venu dans la forêt, avec des larmes de sang coulant de ses yeux. Son ancienne silhouette lui crie de se souvenir de sa haine pour Hugo et du sentiment qu'il a éprouvé lorsqu'Hugo lui a tranché la gorge. Nous nous tournons maintenant vers le Vikir van Baskerville original, qui explique que sa seule raison d'exister était d'accomplir les missions données par son maître, Hugo, peu importe la situation. La mission était plus importante que sa vie. Dès sa naissance, c'est ce qu'on lui avait enseigné, c'est ainsi que les choses étaient, et c'était la seule façon dont il se sentait accompli. Mais malheureusement, il s'est rendu compte trop tard que toutes ces choses n'étaient pas ce en quoi il croyait. Lorsqu'il fut décapité par Hugo, c'est là qu'il a su que la vie qu'il avait menée avait été vaine et futile. Et ainsi, nous retournons au présent, où le Vikir original rappelle à son Vikir actuel que c'étaient les raisons pour lesquelles il voulait faire ressentir à Hugo la même chose que lui, le désespoir qu'il avait ressenti à l'époque. Le Vikir décapité crie à notre garçon en lui disant qu'il a tout gâché. La tête continue de rappeler à Vikir que tuer Hugo et détruire Baskerville était la seule raison de son existence. Maintenant, des chaînes commencent à apparaître autour du cou de Vikir alors qu'il se rappelle son but de tuer Hugo. En regardant en arrière sur sa vie, il se demande s'il y a déjà eu un moment où il a désobéi à la volonté de Hugo dans sa vie passée. Il y avait un moment dans sa vie, le moment où il avait envisagé de déserter le groupe alors qu'ils faisaient leur chemin de retour après une mission. Alors que les autres continuaient à marcher, Vikir se tenait seul, regardant la forêt vide. Mais ensuite, il changea d'avis et suivit les autres, car il avait choisi le chemin que sa chaîne lui indiquait. Au fond de lui, Vikir savait qu'il n'était qu'un autre des chiens de chasse bien dressés de Hugo. Mais le Vikir actuel serre les dents après avoir été rappelé à son passé. Il dit à sa figure de passé de ne pas le retenir ni avec les ordres de Hugo ni avec son sens du devoir de vengeance. Vikir déclare bruyamment qu'il ne lui donnera plus le droit de faire quoi que ce soit, car au moment où il a été exécuté par Hugo, Vikir a décidé qu'il ne vivrait plus comme un chien de chasse traquant sa proie. Mais il regretta la décision qu'il avait prise, car ce qu'il voulait sincèrement à présent était quelque chose de différent. Sa silhouette de passé commença à disparaître alors que madame repérait enfin notre garçon. Elle poussa un cri horrifiant avant d'envoyer l'une de ses pattes vers Vikir qui était toujours couché à plat ventre sur le sol, ses jambes manquantes, tandis qu'il agrippait fermement la terre avec ses doigts. Ce qu'il voulait dans cette vie, c'était la liberté. Vikir parvint d'une manière ou d'une autre à esquiver l'attaque de madame en se roulant sur le côté à cause de l'impact de l'attaque. Il commença à penser à ses désirs, de sa vengeance contre Hugo au lieu qu'il veut protéger et retourner. Avec ses désirs en tête, la raison de se battre de Vikir fut rallumée, car il voulait vivre selon ses propres désirs cette fois-ci. Il se dit alors de se lever et de se battre pour ne plus être contrôlé par personne ni par rien cette fois-ci. Avant que la patte de madame ne puisse l'atteindre, un poil familier est vu juste au moment où une puissante attaque bleue frappe la patte de madame, la repoussant loin de Vikir et sauvant ainsi sa vie. Les attaques ne s'arrêtèrent pas là, car d'autres tirs furent dirigés vers madame.
Vikir cherche du regard d'où viennent ces attaques, le visage stupéfait. Sur la falaise à côté de Madame, se trouvaient les ombres de quelques personnes, le duo mère et fille préféré de tous, armés de leurs arcs levés ensemble. Aïen crie sur Madame, lui ordonnant de ne pas toucher son candidat au mariage. Elle lui dit ensuite rapidement qu'ils sont arrivés pour se battre à ses côtés. Il s'avère que chaque guerrier des Balaks est venu pour l'aider. Aïen est contrarié que Vikir n'ait même pas dit à son frère le fardeau qu'il portait. Pendant que les autres guerriers se préparent pour le combat contre Madame, ils lèvent ensemble leurs arcs, désireux d'aider le héros de la forêt. Leurs flèches simples parviennent à toucher Madame, attirant son attention. Même si elles ne lui font pas beaucoup de dégâts, cela donne à Vikir assez de temps pour régénérer ses jambes. Il apparaît sur le dos de Madame. Il ne peut pas croire qu'elle ne l'ait pas écouté quand il lui a dit de ne pas venir ici, mais il est reconnaissant car grâce à Aïen, il a survécu. Avec cela, Vikir parvient à porter un autre coup puissant sur la fissure du corps de Madame. Mais son attaque est à nouveau repoussée. Même si cela n'a pas fonctionné, Vikir est déterminé à essayer encore et encore. Madame décide alors de piétiner tout ce qui l'entoure avec ses multiples pattes. Les guerriers, sur leur monture, esquivent ses attaques, se prévenant mutuellement que Madame est en train de saccager. Aïen est heureuse de voir cela car cela signifie que Vikir l'a acculée. Elle ordonne à tout le monde de continuer à se battre. Aquila, quant à elle, regarde la bataille depuis la falaise, son visage empreint de fatigue alors qu'elle respire lourdement, souffrant toujours de sa blessure. Elle considère Madame comme un désastre, alors elle n'a même pas pensé à la tuer. Mais le jeune guerrier Vikir lui a montré quelque chose, comment détruire la peur, comment lutter contre un désastre. Ainsi, Aquila est déterminée à le faire. Ses yeux brillent d'un bleu vif. Elle sait qu'elle doit faire quelque chose, même si elle vomit du sang ou si sa blessure se rouvre, pour Vikir qui résiste désespérément. Elle a besoin d'une attaque qui puisse ouvrir un chemin. Elle tire une puissante flèche bleue qui détruit la falaise sur laquelle elle se trouve. Aquila parvient à porter un coup dévastateur sur la fissure du corps de Madame, cette fois-ci c'est la toileuse qui halète. Vikir ne perdit pas un instant et se mit à charger vers elle une fois de plus. Cette fois-ci, ses yeux passèrent en mode chien de chasse, filant à travers la forêt tel un éclair. Vikir atteignit enfin Madame, déclenchant une autre puissante attaque de Baskerville sur elle, la faisant hurler de douleur. Mais sa rage ne s'arrêta pas là. Vikir libéra ensuite la première technique basale, perçant profondément la faim. Ahan et Aïen ne pouvaient que le regarder avec admiration, réalisant que notre garçon était entré profondément à l'intérieur de Madame. À l'intérieur de Madame, Vikir commença à déchaîner toutes ses techniques de Baskerville, de la deuxième technique appelée « morsure de la faim » à la troisième technique appelée « trancher de la faim », en passant par la quatrième technique appelée « déchirer de la faim » et enfin la cinquième technique appelée « déchiqueter de la faim ». Tous les mouvements de Vikir firent un énorme impact alors que Madame commençait à cracher son sang violet partout. Mais le chien de Baskerville n'en avait pas fini, sa rage continuait de faire des ravages, jurant de ne plus jamais vivre la vie d'un chien de chasse mené par ses chaînes. Utilisant les yeux de Madame comme moyen de sortie, Vikir libéra la sixième technique appelée « écrasement de la faim », brisant son œil et détruisant toutes les chaînes qui le retenaient. La connasse Madame pouvait certainement ressentir la douleur alors que Vikir se frayait un chemin à travers tout son corps, coupant et tranchant chaque centimètre de viande à sa portée, avant de finalement arriver à l'œil le plus gros de l'araignée. Vikir s'ouvrit un chemin à travers le corps de la Madame, éparpillant son sang partout alors qu'un trou restait dans son visage après sa sortie. Aïen et les autres membres de sa tribu étaient stupéfaits de voir que Vikir avait réussi à s'échapper du corps de la Madame en utilisant son propre œil contre elle. Ils pouvaient enfin voir que la Madame s'était effondrée. Dans la fumée et la poussière provoquée par cet effondrement, Vikir était étendu à plat ventre devant la Madame. Son visage était empli de douleur alors qu'il serrait les dents avec force, tandis qu'une substance verte se répandait dessus. Il ne pouvait pas croire qu'il y avait du poison dans le sang même de la Madame. Alors qu'il gisait là, souffrant, Vikir ne put s'empêcher de regarder la Madame derrière lui. Il pouvait voir qu'elle respirait difficilement, comme si elle avait du mal à vivre plus longtemps. Les yeux de Vikir étaient fatigués alors qu'il pensait qu'il devait se dépêcher de se laver le poison, mais sa fatigue remporta cette bataille alors qu'il fermait simplement les yeux, même avec le poison de la Madame se propageant à travers son corps. Alors que Vikir gisait sur le sol, inconscient, Beelzebub s'activa, activant sa lame avec le bras de Vikir, il éjecta un long tuyau directement dans le corps de la Madame. La Madame fut alarmée de se retrouver là où elle était maintenant. C'était choquant de se voir entièrement guérie et dans une dimension différente, mais elle n'était pas seule.
Beelzebub fit son apparition devant elle aux côtés des autres créatures que Vikir avait absorbées pour acquérir leurs capacités. Le Cerbère fut le premier à bouger, lâchant un rugissement féroce de chacune de ses 3 têtes. Chaque tête de la bête se mit à mordre violemment différentes parties de la madame, l'empêchant de bouger. Pendant que le Cerbère continuait à maintenir la madame immobilisée, Beelzebub apparut juste au-dessus, pointant son museau droit sur la madame. Bon appétit. Nous retournons maintenant au son d'Aïen appelant Vikir. Mais alors qu'elle criait son nom, les autres membres de la tribu l'avertissaient qu'il restait du poison et qu'il serait trop dangereux de s'approcher davantage. La vision de Vikir commençait à réapparaître légèrement, il pouvait à peine voir Aïen devant lui. Alors qu'elle demandait aux autres membres de la tribu de le lâcher et criait à Vikir de ne pas mourir, car elle avait encore quelque chose à dire, les voix et la vision de tout le monde commencèrent à disparaître alors que Vikir retombait dans l'obscurité. Heureusement, il lui restait encore un peu d'énergie. Il murmura le nom d'Aïen à voix haute, surprenant tout le monde autour de lui. En ouvrant complètement les yeux cette fois-ci, il les regarda, disant à Aïen qu'il allait bien et que sa voix était trop forte, ce qui rendait difficile pour lui de se reposer. Les yeux d'Aïen se remplirent immédiatement de larmes en entendant sa voix, tandis que les autres membres de la tribu étaient heureux de l'entendre. Aïen continuait à crier bruyamment à travers la forêt, disant à Vikir qu'elle était inquiète pour lui et qu'il était idiot. De son côté, le mignon petit Beelzebub était ravi, car il avait absorbé la capacité de la madame, donnant à Vikir le pouvoir d'utiliser le poison mortel de Madame 8-Pattes, une compétence classée A. Les membres de la tribu de la forêt étaient maintenant complètement épuisés, allongés par terre dans un état d'ébriété, avec des assiettes et des tasses vides partout autour d'eux. Aquila et les autres chefs de tribu partageaient des boissons, se félicitant mutuellement pour un travail bien fait. Cependant, Vikir se sentait fatigué comme jamais. Il regarda autour de lui, se demandant depuis combien de jours le festival avait commencé. Voyant l'état de tout le monde, il réalisa à quel point ses membres de tribu aimaient profiter de leur festival. Nous voyons enfin Bakira, en bonne santé et pantelante de joie. Vikir rendait visite à Bakira, demandant au loup comment il se sentait même avec une de ses pattes manquantes. Alors qu'il caressait le menton de Bakira, Vikir avait entendu dire que Bakira avait réussi à vaincre un autre loup même avec une patte manquante, et avait trouvé un partenaire. Entendant cela, Vikir dit à Bakira de se reposer maintenant, puisqu'il avait pris sa revanche pour lui. En regardant sa propre main, Vikir réfléchit à la façon dont, après avoir tué la madame, bien qu'il fût inexpérimenté, il avait réussi à utiliser la 7e technique. Mais il se demandait si c'était dû à l'effet de réalisation qu'il avait obtenu après avoir tué la madame, ou était-ce dû à l'augmentation de sa compréhension des arts martiaux à travers cette expérience de vie ou de mort? Comparé à la 7e technique d'Hugo, qui pouvait être considérée comme excellente, la version de Vikir était encore imparfaite, donc il lui était toujours difficile de combattre Hugo, un maître d'escrime, de front. Mais Vikir croyait toujours qu'il était devenu beaucoup plus fort par rapport aux autres fois. Alors qu'il serrait son collier fait de fleurs, il le déchira, révélant son côté chien de chasse. Vikir savait qu'avec la mort de la madame, il avait atteint son objectif ici, il était donc temps pour lui de retourner à Baskerville. Après avoir annoncé ses intentions, quelqu'un d'autre caché derrière un pilier a entendu notre garçon. Au plus profond de la forêt et des montagnes, Vikir avait rassemblé ses affaires et se dirigeait vers la sortie. Il remercie la matriarche de le laisser partir aussi facilement, car elle n'avait de toute façon aucune raison de l'arrêter. Elle lui dit avec un sourire que désormais, il faisait partie de leur famille pour toujours et que le fait d'être séparés ne signifie pas que leurs liens familiaux sont rompus. Elle rappelle à Vikir que où et quand qu'il soit dans ce monde, il sera toujours un commandant de chasse des Balaks et de ne jamais oublier ce fait. Vikir répond avec des remerciements après avoir entendu cela de sa part, mais il balaie la foule des membres de la tribu se demandant si Aïen ne venait pas. Cela ne pouvait pas être aidé puisqu'elle n'aimait pas l'idée de son départ en premier lieu. Après avoir parlé avec Aquila, Vikir se retourne et leur dit qu'il quitte la tribu. Les membres de la tribu ont commencé à dire au revoir à Vikir avec des encouragements, lui disant que quoi qu'il arrive, il viendrait l'aider quand il le voudrait. Aun va encore plus loin en appelant Vikir frère, il lui dit qu'il l'attendrait ici. Aun était à ses côtés et a crié à Vikir de les tenir informés alors qu'ils sortaient des arbres et entraient dans la lumière. Les membres de la tribu ont fait leurs adieux finaux à lui. Au revoir, Vikir, notre héros. Entendant leurs acclamations et leurs adieux, a fait sourire son visage. Mais alors qu'il faisait un autre pas en avant, Vikir fut accueilli par la vue d'un jardin de blé doré. Au milieu, se tenait Aïen, qui tenait quelque chose enveloppé de bandages. En la regardant droit dans les yeux, Vikir appelle Aïen.
Tout ce qu'elle demanda à Vikir, c'était s'il partait vraiment. Sa question le laissa sans voix car il ne répondit pas immédiatement. Interprétant son silence comme une réponse, Aïen pousse immédiatement l'objet qu'elle tenait dans ses bras vers lui, en disant à Vikir de l'emporter avec lui. En regardant l'objet enveloppé de bandages dans ses mains, Aïen révèle timidement qu'il s'appelait Anubis, c'était l'arc large qu'utilisait Adon. Elle l'avait ajusté pour que Vikir puisse l'utiliser à la place. Fixant toujours l'arc, Vikir se demande si c'était la raison pour laquelle il ne pouvait pas l'avoir depuis un moment. Mais notre waifu n'avait pas encore terminé avec les cadeaux. Elle apprivoise notre garçon en lui mettant un collier avec une chaîne cassée autour de son cou. Vikir était curieux à ce sujet, et Aïen lui dit qu'elle l'avait fabriqué parce qu'il parlait toujours de chien de chasse quand il s'effondrait et dans son sommeil. Elle rappelle à Vikir qu'il n'était pas un chien de chasse, peu importe ce qu'il en pensait. Fièrement, elle lui dit qu'il était un loup et que ce serait étrange pour lui d'être traîné autour par une chaîne. Vikir ne pouvait pas croire que les mots d'Aïen pourraient le réconforter de cette manière, mais juste au moment où il allait la remercier, elle passe à l'attaque, tenant fermement sa chaîne brisée alors qu'elle incline son visage vers le sien. Ils s'embrassent alors que le vent souffle tout autour d'eux dans le champ de blé doré. Dès que leurs lèvres se séparent, les yeux d'Aïen sont à nouveau remplis de larmes alors qu'elle regarde vers le bas. Cette fois-ci, elle laisse Vikir derrière elle, lui parlant de la façon dont elle a entendu que c'était ainsi que l'on disait au revoir dans l'Empire. Elle se souvient même qu'il était beaucoup plus petit qu'elle dans le passé, mais qu'il avait beaucoup grandi depuis lors. « Porte-toi bien et fais attention », dit Aïen alors que Vikir reste immobile. Puis il commence à sourire en disant à Aïen que c'était la première fois qu'il entendait que c'était une manière de dire au revoir dans l'Empire. À la prochaine, Aïen, ces mots suffisent à la faire trembler, s'arrêtant net dans son élan. Aïen essuie alors ses yeux avec sa main avant de se retourner lentement, le vent faisant virevolter ses beaux cheveux dans l'air. Le visage d'Aïen était rempli de larmes au coin des yeux et d'un sourire lumineux. Elle dit joyeusement à Vikir, à la prochaine fois. Vikir a finalement quitté la forêt après tant d'années, portant une cape, il arrive et surveille une ville. En la regardant, il pense à combien de temps il n'est pas venu ici, au Château Rouge. Étant donné que les Morgs sont ici, il semble qu'ils extraient toujours des rubis, ce qui signifie qu'ils continuent de travailler avec les Baskerville. En pensant à la famille Morg, Vikir ne peut s'empêcher de se demander si une certaine femme fougueuse est ici dans cet endroit, mais il chasse cette pensée, pensant à quel point il est fatigué maintenant. Vikir ne serait pas capable de supporter ce qu'elle dirait pour le critiquer quand ils se verront enfin. Il entre enfin dans la ville du Château Rouge, en voyant qu'il se faisait tard, Vikir décide de chercher une auberge pour y rester pour la journée. Mais en regardant autour de lui pour trouver l'auberge, il remarque autre chose, une statue dorée et gigantesque a été érigée au centre de la ville. En regardant cela, Vikir se demande quand ils ont construit une telle chose. Pour faire une statue comme celle-ci, ils auraient eu besoin de l'approbation des familles Morg et Baskerville, ce qui le fait se demander si Hugo a permis une telle chose. Mais alors qu'il y réfléchissait, quelqu'un crie après Vikir, lui demandant ce qu'il fait. Un garde est apparu derrière lui, prévenant qu'il ne doit pas toucher la statue du héros. Il dit à Vikir que s'il essaie de prendre un morceau d'or de la statue, il ne sera pas pardonné, donc il devrait juste la regarder de loin et ne jamais la toucher. Vikir ignore toutes les mises en garde et demande seulement au garde à propos du prétendu héros qu'il mentionne. Le garde est stupéfait d'entendre cela de notre garçon, se demandant s'il s'agit d'un étranger qui ne connaît pas leur légende. Les yeux du garde se mettent à briller comme les étoiles dans le ciel, il est excité de réciter l'histoire de la légende à quelqu'un qui ne la connaît pas. Il révèle même qu'il était là quand tout cela s'est passé, donc il ne pouvait pas se retenir. Il commence à raconter l'histoire de la légende, qui avait le pouvoir de tuer d'innombrables barbares avec une simple épée. Sans mentionner sa chevalerie et sa mentalité lorsqu'il plongeait dans une situation mortelle, ce qui lui a permis de sauver la fille bien-aimée et faible de la famille Morg. Et son sacrifice sacré pour acheter du temps pour que les forces conjointes puissent s'échapper, tandis qu'il combattait courageusement contre le grand monstre, également connu sous le nom de la Madame aux 8 pattes, désormais morte. Le garde continue d'expliquer avec enthousiasme à Vikir que l'histoire de la légende dégage tellement d'émotions qu'il en tremble, et c'est pour cela que la famille Morg lui a sculpté une statue dorée en signe de gratitude. Après avoir écouté le garde pendant tout ce temps, Vikir commence à relier les pièces du puzzle, réalisant que le grand héros qui vivait ici il y a seulement 2 ans était lui, Vikir van Baskerville. Après que le garde ait révélé son nom, Vikir prend immédiatement une expression de visage à la Jojo, tandis que le garde brille encore plus intensément en regardant la statue dorée. Après cette séance de contes, nous nous retrouvons à l'auberge de la ville, où des chopes de bière sont violemment posées sur la table.
Les triplés de la famille Morgue étaient en train de boire à l'auberge en parlant du fait qu'elles n'avaient toujours pas oublié comment leur cœur avait battu la chamade lorsqu'elles avaient vu Sir Vikir pour la première fois. Elles ont même mentionné qu'elles le considéraient simplement comme un joli garçon lorsqu'elles l'ont rencontré pour la première fois, mais les filles ont dit aux gardes de l'auberge qu'elles connaissaient la valeur de Vikir dès la première fois qu'elles l'ont vu. En voyant les trois dames ici, les gardes étaient excités d'entendre l'histoire de la part des têtes de la forteresse à propos de Sir Vikir. La première triplette a dit à tout le monde que Vikir avait du charisme et qu'elle voulait se rapprocher de lui, mais ce n'était pas si facile. Ensuite, la deuxième triplette a révélé qu'elles avaient beaucoup parlé avec Vikir la première fois qu'elles l'ont rencontré, bien qu'elles aient été perturbées par les trois triplés de la famille Baskerville. La dernière triplette se souvenait que la dernière fois qu'elle avait vu Vikir, tout l'épuisement de son corps avait disparu en l'espace de quelques instants. Elles ont continué à louer bruyamment Vikir à l'auberge, disant à tout le monde que la statue dorée sur la place là-bas ne contenait même pas la moitié de la véritable beauté de Sir Vikir. Il s'est avéré que notre garçon écoutait leur conversation tout ce temps, mais il pensait que ce qu'elle disait était très différent de ce dont il se souvenait du passé. Mais après avoir écouté leurs histoires, Vikir s'est demandé si les résultats accomplis par Adolphe Morgue et les forces conjointes lui étaient finalement attribués. La seule partie vraie de l'histoire que les triplés ont racontée était que Vikir avait bel et bien combattu contre la madame à la fin. Grâce aux triplés bavardes, Vikir a pu écouter quelques informations inattendues. Il y a 2 ans, après sa disparition, Hugo le Baskerville était furieux et est allé voir la famille Morgue à plusieurs reprises, créant une scène. Ces actions ont conduit la famille Morgue à verser une énorme compensation à la famille Baskerville, mais il semblait que la rage d'Hugo ne s'arrêtait pas là. En prenant une gorgée de sa boisson, Vikir a pensé que la raison était que Hugo avait perdu un chien de chasse utile, ce qui bien sûr le mettrait en colère, et que la compensation qu'il avait reçue de la famille Morgue n'était probablement pas suffisante. Nous retournons au triplé qui était toujours dans l'illusion, pensant que si Vikir était toujours en vie, ils formeraient un grand couple. Les deux sœurs ont commencé à se disputer l'une l'autre pour savoir qui aurait remporté le cœur de Vikir, mais la dernière sœur était différente. Avec un sourire aux lèvres, elle dit joyeusement à ses sœurs de ne pas se disputer et qu'elles pourraient toutes le fréquenter ensemble. Heureusement, les triplés croyaient que Vikir était parti, alors elles ont décidé de mettre fin à leur propre dispute. Vikir décida qu'il ne pouvait plus les écouter et commença à partir, mais juste au moment où il s'apprêtait à ramasser ses affaires, l'une des triplés le remarqua au bar. Elle pointa immédiatement son doigt dans la direction de Vikir en criant « Hé, toi, le type louche, viens ici !» Ses paroles et ses actions attirèrent l'attention de tout le monde alors qu'il regardait dans sa direction. Vikir n'écouta pas du tout ces paroles alors que les sœurs commençaient à se disputer en affirmant que les barbares étaient calmes récemment. Elle pouvait voir qu'elle était encore ivre et faisait des histoires, mais la triplette qui avait crié sur Vikir était catégorique, ses sens féminins lui disaient que notre garçon était suspect. Elle répéta donc ces paroles à Vikir, lui disant de se dépêcher et de venir de leur côté, mais il n'écouta pas ses ordres, ce qui l'a mis en colère. La triplette utilisa son sort appelé enchaînement, pour invoquer des lianes d'arbres depuis le sol, les faisant s'enrouler autour des pieds de Vikir. Mais le sort échoua à attraper notre garçon alors qu'il sautait simplement dans les airs en faisant un salto. Sa réaction rapide au sort prit tout le monde par surprise et laissa les triplés et les gardes stupéfaits. Mais dès qu'il retomba au sol, Vikir fut entouré de tout le monde. Les 3 triplés avaient lancé leur propre sort utilisant le style de l'eau, de la terre et du bois. Tandis que les gardes pointaient leurs lances sur lui, ils lui ordonnèrent immédiatement de retirer sa capuche et de révéler qui il était. Voyant qu'il était encerclé, Vikir pensa que les choses devenaient un peu folles, alors il décida de retirer sa capuche, pensant que cela n'avait pas d'importance puisqu'il allait dire à la famille Baskerville qu'il était de retour. Dès que la capuche fut retirée, l'identité de Vikir a été révélée, captivant toutes les 3 triplés alors qu'elles le regardaient avec des visages fortement rougis. Notre garçon venait de faire un triple kill. En regardant l'apparence actuelle de Vikir, les mots qui leur venaient à l'esprit étaient « canon », mais l'un des gardes à côté des sœurs se rendit compte de quelque chose à propos du visage de Vikir. En regardant de plus près cette fois, il put voir que l'expression qu'il avait était un peu étrange mais aussi similaire à la statue, y compris ses yeux rouges et ses cheveux noirs. Après avoir entendu cela, les triplés commencèrent à prêter une attention plus soutenue à l'apparence de Vikir, et puis cela leur vint à l'esprit en même temps, provoquant un changement de visage en dégoût une fois qu'elles réalisèrent que le canon devant elles était le vrai Vikir van Baskerville. La nuit se transforma bientôt en jour alors que nous nous tournions vers les triplés et Vikir sur un pont. Les triplés rappelèrent à Vikir qu'il aurait pu rester dans la chambre VIP de la forteresse, mais il avait décliné leur offre la nuit dernière, déclarant que les frais d'hébergement auraient été gaspillés.
Les filles commencèrent à tomber amoureuses de la personnalité de Vikir, croyant qu'il était intéressé par elles depuis sa première visite. Elles lui notifièrent également qu'elles avaient envoyé des nouvelles précieuses par le biais du hibou, comme il l'avait demandé hier, mais ce que Vikir voulait, c'était qu'elle contacte la famille Baskerville. Les sœurs tentèrent de trouver une excuse en disant qu'elles pensaient que son retour était une excellente nouvelle, mais tout ce qu'elles firent fut de faire penser à Vikir qu'elles étaient ennuyeuses. Alors que Vikir commençait à partir, les filles lui demandèrent s'il n'avait vraiment pas besoin qu'elle l'escorte. Il leur dit que c'était bon puisqu'elle devait être occupée, mais les filles lui révélèrent qu'elle ne l'était pas, car elle n'avait aucun travail à faire ici, tout ce qu'elle faisait était de dormir. Après avoir entendu cela, Vikir décida que lorsqu'il rentrerait, la première chose qu'il ferait serait de signaler que les personnes que la famille Morg avait déployées étaient en fait paresseuses. Mais avant de partir, Vikir se retourna pour leur demander des nouvelles de Kama Morg, car il ne l'avait pas vue, ce qui le fit se demander comment elle allait. Les triplés révélèrent à Vikir que Kama était en train de suivre son entraînement en huis clos en ce moment même et qu'elle s'était soudainement retirée de la salle de lumière de son oncle Adolphe pour entrer dans la salle des ténèbres, mettant actuellement tous ses efforts dans la recherche magique. Vikir ne pouvait pas croire qu'elle avait rejoint la salle des ténèbres car avant qu'il ne régresse, Kama Morg avait une relation très mauvaise avec le chef de la salle des ténèbres appelé Serpent. Se préparant à partir, Vikir se demandait s'il s'agissait d'une autre partie du futur qu'il avait modifiée. Il demanda au triplé de transmettre un message à Kama, il voulait la voir quand elle aurait du temps et lui demandait de quitter la salle des ténèbres. Les sœurs ne pouvaient pas croire que c'était tout ce que Vikir avait à lui dire, même si elles étaient en relation avec elle et allaient la voir pour la première fois depuis 2 ans. Et ainsi, le héros de la montagne le rouge et le noir est revenu. La nouvelle se répandit rapidement dans l'Empire. Les personnes ayant un lien avec Vikir commencèrent à recevoir la nouvelle de son retour via le bulletin d'information diffusé partout, que ce soit les personnes avec qui il travaillait, l'oncle de sa future waifu ou la Sainte Innocente. Enfin, un homme se précipite dans une pièce familière que nous avons tous vue auparavant, haletant et tenant un morceau de papier à la main. Il rapporte la nouvelle au patriarche. À l'écoute de cette nouvelle soudaine, une aura redoutable fut déclenchée par l'apparence actuelle d'Hugo. Ses yeux devinrent rouges comme un chien de chasse alors qu'il demandait au serviteur si ce qu'il avait dit était vrai. Après avoir acquis une tonne d'expérience et augmenté sa force à travers ses aventures dans la forêt, Vikir van Baskerville est enfin revenu dans le monde. Chihuahua fut ravi de voir que Vikir était arrivé par la porte principale cette fois, au lieu de la fenêtre comme auparavant. Mais alors qu'il se tenait près de la fenêtre, Vikir était préoccupé par quelque chose. Il voulait savoir pourquoi autant de gens étaient rassemblés dehors de là où il se trouvait. Les citoyens locaux de la ville, réunis joyeusement en tenant des bannières remplies de cœurs et en douchant Vikir de mots de louange. Notre garçon est maintenant officiellement devenu une sorte d'idole K-pop. Chihuahua explique que les nouvelles de son retour s'étaient répandues dans tout l'Empire et tout le monde était venu ici pour l'accueillir à nouveau. Vikir ne pouvait que commenter que c'était ennuyeux, tout en se tenant la tête. Alors que la porte de la pièce s'ouvrait soudainement, notre cher petit ange Pomerien était arrivé en criant sur Vikir et en l'appelant papa, alors qu'il lui tapotait la tête. Il lui dit de l'appeler oncle au lieu de papa, mais elle était trop excitée en tenant quelque chose dans ses petites mains. Pomerien dit à Vikir de regarder ce qu'elle a attrapé, annonçant joyeusement à tout le monde qu'elle avait attrapé une souris. Vikir la regarde et lui avertit que même si c'était un mignon rongeur, puisqu'il était mort, elle devait faire attention à ne pas attraper la peste noire. Il demande ensuite à Chihuahua si les problèmes dans la ville d'Underdog ont été résolus. Il rapporte à Vikir que grâce à Cindy, ils ont tous été résolus avec succès. Il mentionne même qu'elle était une excellente travailleuse, mais en ouvrant le tiroir de la table, il informe Vikir qu'il y avait un cas sur lequel même Cindy n'avait trouvé aucune piste, attirant l'attention de Vikir en posant une enveloppe sur la table, étiquetée F10. Chihuahua rapporte qu'au cours des dernières années, des enfants des taudis avaient disparu les uns après les autres. Les enfants n'avaient pas été kidnappés car personne n'avait contacté les parents et ils n'avaient pas été vus sur le marché noir, donc ils ne pouvaient pas comprendre le motif derrière les enlèvements des enfants. Tous les enfants avaient disparu sans laisser de traces, ce n'étaient donc certainement pas les monstres, mais bien qu'il n'y ait pas de preuves physiques, Chihuahua était sûr que c'était la même personne qui avait commis ces enlèvements. Après avoir lu le rapport que Chihuahua lui avait donné, le visage de Vikir s'est immédiatement rempli de terreur alors qu'il serrait les papiers fermement dans sa main. L'affaire de disparition des enfants de la ville des Underdogs était exactement similaire à ce dont il avait été accusé dans sa vie passée, mais il était confus car cet événement était censé se produire plusieurs années plus tard, sachant que cette affaire était liée à autre chose. Mais alors qu'il discutait de l'affaire,
Pomeryan les interrompt en criant pour attirer leur attention. Elle montre fièrement la souris morte d'avant qui se tenait en bonne santé et vivante sur son bras cette fois. Pomeryan avait ramené la souris à la vie, laissant Vikir et Chihuahua dans un état de choc et de confusion alors qu'ils étaient stupéfaits par ce qui se passait. Il lui demande alors si elle avait vraiment ramené la souris à la vie. Elle leur dit joyeusement qu'elle l'a fait, avec un sourire radieux sur son visage. En jouant avec la souris une fois morte, Vikir réfléchit à la façon dont il était maintenant certain qu'elle l'avait ramenée à la vie, se demandant si c'était du vaudou utilisant la mana d'une autre dimension. Il demande alors à Pomeryan quand elle a découvert qu'elle pouvait faire une telle chose. Avec ses petites mains, elle commence à compter le nombre de nuits et se termine par il y a 3 nuits. Elle révèle à Vikir qu'elle a simplement imité ce que faisaient les gens de sa tribu. En entendant cela, une goutte de sueur nerveuse perle sur son front alors que Vikir réfléchit à la façon dont l'une des villages de la tribu Lokoko a trouvé Pomeryan, ce qui lui a fait penser qu'ils avaient acquis de la magie noire et mauvaise. Dans le clan Baskerville et Morgue, connus pour leurs enfants génies. Les enfants doivent avoir au moins 8 ans pour utiliser la magie, mais par rapport à eux, notre petit ange Pomeryan, qui a 5 ans, est capable d'utiliser la mana d'une autre dimension, ce qui est difficile à détecter. Un génie magique de la famille Baskerville, plus précisément un génie de la magie noire. Vikir ne pouvait penser qu'au visage complètement enragé d'Hugo lorsqu'il découvrirait cela. Il croit qu'Hugo demanderait son exécution immédiate en sachant qu'elle utilise la magie noire et qu'elle a aussi du sang barbare. Pensant bien connaître Hugo, Vikir pensait qu'il serait préférable que Pomeryan et Hugo ne se rencontrent jamais. Alors qu'il y pensait, Chihuahua est apparu près de la fenêtre juste au moment où un pigeon arrivait. Il s'avère que le pigeon était utilisé pour livrer un message sur une note. En le regardant, le visage de Chihuahua s'est instantanément figé de choc alors qu'il le lisait. Il appelle immédiatement Vikir pour lui dire que c'était mauvais. Les mots de Chihuahua ont commencé à sortir en morceaux alors qu'il lisait le contenu de la lettre, révélant quelque chose de la maison principale. Incapable de comprendre ces mots, Vikir dit à Chihuahua de parler lentement et calmement. Après avoir repris son souffle, Chihuahua révèle que le patriarche venait ici en personne, et c'est ainsi que Hugo fait son apparition. La scène change pour montrer des tasses de thé posées sur la table. Chihuahua se tient derrière Vikir tandis que Barrymore fait de même derrière Hugo. Père et fils continuaient simplement à se regarder. Alors que le temps passait et que la pièce restait silencieuse, c'est Hugo qui parla en premier, affirmant le fait que Vikir était revenu. Chihuahua était soulagé qu'ils aient enfin parlé. En regardant autour de lui, Vikir pensait à quel point c'était soudain pour Hugo de venir ici et, heureusement, il avait caché Pomeryan dans la pièce voisine, donc espérons que rien ne se passe. Hugo était heureux de voir que Vikir était revenu, donc il voulait savoir ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Vikir révèle à Hugo qu'en errant dans la forêt, il était resté avec les barbares et s'était concentré sur la guérison de ses blessures. Pendant ce temps, il avait prétendu être amical et avait saisi les barbares, ce qui lui avait permis de trouver un moyen de les éliminer. Hugo était curieux de savoir ce que Vikir avait prévu de faire, alors il lui révéla, en contrôlant les barbares en utilisant les produits industriels de l'Empire. Il explique ensuite à Hugo que les barbares considèrent les orbes de verre bon marché de l'Empire, les produits en laine, ainsi que les légumes et les céréales comme des objets précieux. Ainsi, s'ils les utilisaient à leur avantage, ils pourraient capturer efficacement les barbares. Mais Hugo n'était pas impressionné par cela, qualifiant l'idée de Vikir de simple commerce et non de suppression. Entendant cela, Vikir le corrige en déclarant que les barbares mourront dans le processus, ses yeux brillant d'une lueur rouge folle. Vikir révèle qu'en échange des produits, il prévoyait de demander une soumission des monstres. Hugo réfléchit à l'idée de Vikir de faire soumettre les barbares aux monstres afin qu'ils puissent sécuriser leur propre territoire tout en éliminant les barbares. Le même éclat rouge apparaît dans les yeux d'Hugo alors qu'il sourit largement, qualifiant l'idée de Vikir de brillante, ce qui était à prévoir de la part de son fils. Alors qu'il continuait à discuter de l'idée de Vikir, Chihuahua ne put s'empêcher de transpirer nerveusement en pensant qu'il s'agissait d'une conversation entre un père et un fils qui venaient de se retrouver. Barrymore, quant à lui, remarqua autre chose, Hugo souriait. Il se souvint ne pas l'avoir vu sourire du tout pendant les 2 années où Vikir avait disparu. Tout en prenant une gorgée de sa boisson, Vikir pensait qu'il ne voulait pas que le peuple Balak souffre à cause de la famille Baskerville. Du point de vue des Baskerville, il semblerait que les autochtones meurent alors qu'ils éliminent les monstres, mais en réalité, ils retournent simplement à l'endroit où se trouvait Madame tout en arrêtant le combat entre eux. Les Balak auront ainsi le temps d'augmenter leur force. Hugo, qui ne connaît pas l'existence de Madame, penserait que les autochtones accepteraient facilement cela sans réaliser que son ennemi,
les autochtones de la forêt, renforcent leur pouvoir. Mais Hugo était soudainement contrarié par quelque chose, attirant l'attention de Vikir. Le liquide à l'intérieur de la tasse commença à bouillir soudainement alors qu'Hugo libérait une aura puissante remplie de haine, annonçant à tous qu'il ne commercerait pas avec la tribu Lokoko, révélant qu'il allait anéantir cette tribu. Vikir acquiesça aux intentions d'Hugo tout en étant surpris par son aura rageuse précédente, car il ne s'attendait pas à ce qu'Hugo conserve une rancune contre la tribu Lokoko, ce qui était d'autant plus une raison pour laquelle il ne devrait pas le laisser rencontrer Pomerian. Hugo avait enfin retrouvé son calme après un moment, réalisant qu'il ne parlait que des barbares depuis qu'il avait rencontré son fils avec qui il avait perdu le contact depuis longtemps. Il dit ensuite à Vikir de ne pas aller trop loin sur le front, révélant qu'après avoir sauvé la fille des Morgues et avoir disparu, les Baskerville avaient pu obtenir un grand avantage diplomatique des Morgues. Même la famille impériale avait entendu parler de cette histoire émouvante et commençait à bien considérer les chevaliers Baskerville. Cependant, pour Hugo qui se voyait comme le père de Vikir, avoir perdu son fils rendait tout cela sans importance. Il continue à sermonner Vikir en lui disant que obtenir des choses en échange de la perte d'un enfant est sans valeur, donc il ne devrait pas en faire trop à partir de maintenant. Entendant ces mots gentils, Vikir ne pouvait penser qu'à un prétexte, avant sa régression la nuit où il s'est échappé après avoir été accusé. Le sentiment d'avoir été poignardé dans le dos littéralement et les regards froids des chiens de chasse avec qui il avait partagé joie et peine. Vikir pouvait dire instantanément qu'il avait été abandonné par son maître. Hugo ne lui a même pas donné l'occasion de s'expliquer, donc Vikir était sûr que ses crocs ne deviendraient pas émoussés à cause de son prétexte. Alors que la foudre frappe la terre, Vikir remercie Hugo pour ses inquiétudes tout en portant un regard froid sur son visage. Un fort cri est entendu alors que la voix de Pomerian résonne dans toute la pièce, l'appelant oncle. Sa soudaine apparition a instantanément semé la peur dans les visages de Vikir et Chihuahua alors qu'il réalisait. Pomerian court négligemment devant Hugo et Barrymore en se plaignant à Vikir de la pluie et du bruit du tonnerre, disant que ça fait boum boum. Elle serre rapidement Vikir dans ses bras en lui racontant à quel point c'était effrayant. Vikir commence à paniquer alors qu'il détourne son regard de Pomerian vers Hugo, sachant qu'il ne peut pas les laisser se rencontrer. Mais alors qu'il fixe Hugo, ses yeux s'élargissent devant une scène choquante devant eux. Hugo se tenait droit avec une expression assombrie sur son visage. Alors qu'il regardait attentivement Pomerian, son visage était rempli de confusion devant son apparence. Le maître de la famille de Baskerville au sang de fer, l'une des 7 grandes familles de l'Empire de la Grande Roche, Hugo le Baskerville, a chassé les barbares loin de la frontière. Il est également le plus puissant saint de l'Empire, ayant tué des centaines de monstres. Une fois qu'il prend une décision, il ne change pas d'avis et il est connu pour être un homme au sang de fer. Mais en ce moment, l'homme au sang de fer, Hugo, ses émotions ont commencé à fluctuer pour la première fois depuis longtemps. Alors que Pomerian continuait à s'accrocher fermement à la chemise de Vikir en criant que le tonnerre était effrayant. Hugo pouvait voir le reflet du visage de sa fille en elle alors qu'il appelait le nom de Pénélope. Pomerian leva enfin les yeux vers Hugo, seulement pour être encore plus effrayé alors qu'elle cachait son visage dans la poitrine de Vikir en criant que l'homme à la moustache était effrayant. Voyant la réaction d'Hugo à Pomerian, Vikir lui dit de se calmer. Il explique à Hugo qu'il a amené Pomerian ici pour pouvoir lui donner des ordres. Il révèle qu'il a vu ses yeux rouges et a pensé qu'elle était l'un d'entre eux, mais après avoir vérifié, il s'est avéré qu'elle était issue de l'une des tribus frontalières, donc il ne croyait pas qu'elle soit un membre de la famille. En entendant cela, Hugo commence à reprendre son calme. Il se sent un peu déstabilisé et convient qu'il s'est trompé un moment, car il n'y a aucune chance que sa fille Pénélope soit aussi jeune si elle était en vie. Hugo décida de partir, en informant d'abord Vikir qu'il était fatigué. Une goutte de sueur nerveuse coule sur le visage de Vikir alors qu'il dit à Hugo de rentrer en toute sécurité, mais au fond de son esprit, Vikir ne pouvait pas croire qu'Hugo, qui possède l'âme d'un maître d'armes, était si bouleversé, ce qui signifiait que Vikir avait raison, quelque chose n'allait pas. Avant de partir, Hugo appelle Vikir en tant que son fils, lui demandant d'assister au grand banquet demain. Chihuahua entend cela et sait qu'Hugo faisait référence au dîner où seuls quelques-uns de ses descendants les plus proches se rassemblaient. C'était le rêve de tous les membres de la famille Baskerville d'assister à ce banquet. Vikir accepte la demande d'Hugo et lui dit qu'il le verrait demain soir. Mais avant de partir, Hugo ne peut s'empêcher de jeter un dernier regard vers Pomerian, qui pleurait dans les bras de Chihuahua. Nous nous tournons maintenant vers Vikir, reposant chez lui. Au lieu de dormir dans son lit confortable, il a choisi le sol. Tard dans la nuit, il était toujours éveillé, pensant que même après avoir pris une douche chaude et s'être allongé sur un lit doux, tout lui semblait si étranger qu'il ne pouvait pas dormir.
Il se demande si c'est l'effet de vivre avec les guerriers Balak pendant 2 ans, car il semble que son corps ne s'habitue pas à cela pour le moment. Alors qu'il réfléchissait aux événements de la journée, il trouvait la réaction d'Hugo assez inattendue. Il envisageait même de lui rapporter ou non Pomeryan et le pendentif, mais après avoir vu sa réaction aujourd'hui, Vikir avait pris sa décision. Après le grand banquet de demain, il allait jauger Hugo, car Pomeryan pourrait devenir un bon atout qui entraînerait la chute d'Hugo. Mais quoi qu'il arrive, Vikir doit s'assurer que Pomeryan ne soit pas affecté. Les yeux de Vikir se fermèrent enfin après un moment, alors qu'une légère brise pénétrait dans sa chambre, suivie d'une silhouette sombre se tenant près de la fenêtre. Vikir sentit immédiatement sa présence alors que ses yeux s'ouvraient grands. La silhouette sombre sortit une lame et se tint devant le lit de Vikir, mais avant que la silhouette ne puisse faire quoi que ce soit, Vikir commenta à voix haute qu'il n'avait même pas été un jour et pourtant l'information s'était déjà répandue si rapidement, alarmant l'intrus. Notre garçon se jeta immédiatement sur le lit avec un bras tout en se préparant à donner un coup de pied à l'intrus. Vikir réussit à faire tomber la lame des mains de l'intrus, en lui faisant une balayette l'envoyant voler dans le mur à proximité, mais avant qu'il ne puisse mettre fin à la vie de l'intrus avec ses doigts, l'intrus lui crie d'attendre, maudit. Prenons tous un moment pour regarder les veines de notre garçon. Maintenant revenons à l'histoire. L'intrus continue à dire à Vikir que c'était une blague. En regardant de plus près la silhouette masquée, Vikir réalise qui c'était. Il informe son ami que la prochaine fois, il devrait venir après avoir demandé audience, sinon cela aurait pu mal tourner s'il l'avait tué par erreur. La silhouette masquée trouvait toujours étrange la drôle d'habitude de Vikir de déguiser son oreiller comme lui-même et de dormir par terre. Lorsque la silhouette masquée enlève son masque, elle commente que Vikir n'a toujours pas changé même après être revenu des morts. Il s'avère que c'était Cindy. Après s'être révélée, Vikir la met en garde de ne pas faire de scandale, mais elle se contente de tirer la langue en réponse. En s'approchant du lit, elle demande à Vikir si la raison pour laquelle il a envoyé Chihuahua après elle était pour vérifier si elle avait pris les 10 milliards. Vikir révéla qu'il connaissait sa capacité à augmenter la richesse des capitalistes et à gagner leur confiance pour finalement tout gaspiller, ce dont il avait tenu compte. Mais alors qu'elle s'asseyait sur le lit, Cindy l'appelait impoli de penser ainsi d'elle, car elle n'était qu'une planificatrice financière qui recevait des commissions. Elle prétend même que sans elle, Judy aurait perdu les 10 milliards qu'il lui avait donnés. C'est alors que Vikir révéla qu'il avait assigné des gardes du corps à Judy pour éviter qu'une telle chose ne se produise. Parmi les gardes du corps qu'il avait assignés, l'un d'eux était un expert financier dont le travail était de filtrer les mauvais éléments. En apprenant cela, Cindy fut surprise de voir que ces gardes du corps ne lui avaient pas du tout cherché des ennuis. Vikir lui explique que c'est parce qu'il leur a ordonné de ne pas l'approcher du tout. Cindy ne pouvait pas croire qu'elle avait été manipulée par Vikir depuis le début. Mais alors que Vikir remettait sa chemise, il voulait savoir si elle avait les informations qu'il avait demandées. Cindy dézippe immédiatement sa tenue en disant à Vikir qu'elle l'avait apportée, puis elle lui remet le parchemin. Notre garçon était surpris de voir à quel point sa personnalité avait changé depuis 2 ans et il voulait qu'elle soumette les rapports dans un dossier. Puisque Cindy avait rempli sa mission, Vikir accepta sa demande de se joindre au commerce avec les autochtones. En apprenant la récompense, Cindy décida qu'elle devrait désormais appeler Vikir « patron ». En regardant le rapport que Cindy avait remis à Vikir, il pouvait voir qu'il s'agissait des informations concernant les personnes assistant au banquet de demain. Il savait également qu'il aurait été invité au grand banquet tant qu'il aurait fait une grande contribution. Le premier rapport concernait Hugo le Baskerville, montrant son rang de patriarche, son statut de marquis et son prestige militaire en tant que maître d'armes. Mais Vikir connaissait presque tout sur Hugo, alors il décida de passer cette partie du rapport. En continuant, quelque chose attira son attention, il pouvait voir que Boston Terrier et Great Dame étaient également présents au banquet. Boston Terrier, rang de commandant de l'ordre des Pitbulls, statut de sénateur, prestige militaire en tant que diplômé le mieux classé. Une note à son sujet indique qu'il est le demi-frère de Hugo le Baskerville, n'aime pas être restreint et est assez agressif et colérique. Ensuite, il y a Great Dame le Baskerville, qui détient le rang de commandant de l'ordre des Mastiffs, le statut de sénateur, et le prestige militaire en tant que diplômé le mieux classé. Une note à son sujet indique qu'il est également le demi-frère d'Hugo le Baskerville. Bien qu'il essaie de ne pas s'impliquer avec les autres, il est en mauvais termes avec le comte Boston Terrier. En regardant le rapport, Vikir se demande pourquoi ces 2 personnes qui n'assistent pas aux événements internes de la maison assisteraient à celui-ci. Cindy répond que c'était probablement parce qu'il voulait rencontrer la jeune légende du clan Baskerville qui est revenue d'entre les morts,
et qu'ils voulaient probablement intégrer Vikir dans leurs propres ordres. Entendant cela de sa part, Vikir pouvait sentir que ce serait une journée épuisante pour lui demain. Ensuite sur le rapport, il y a Osiris le Baskerville classé comme membre de la chambre basse, son statut est vicomte avec le prestige militaire du diplômé le mieux classé. Une note indique qu'il est le fils aîné d'Hugo le Baskerville et est actuellement premier dans l'ordre de succession. Cindy révèle plus d'informations, indiquant que le fils aîné, qui ressemble de plus en plus à Hugo depuis son plus jeune âge, a atteint le niveau de maîtrise de l'épée des 7 comtes et a également été évalué pour atteindre bientôt le niveau de maître d'armes. Vikir se remémore le temps avant sa régression, où il avait vu Osiris de loin quelques fois. C'était une personne froide et réservée qui ne saluait même pas ses subordonnés, encore moins ses jeunes frères de la lignée directe. Sachant cela, Cindy était curieuse de savoir qui était le plus fort entre Osiris, le plus fort du clan Baskerville, en excluant le patriarche et les 7 comtes, ou le personnage principal Vikir. Nous connaissons tous la réponse à cela, n'est-ce pas? Mais au lieu de lui répondre, Vikir la met en garde de ne pas essayer de comprendre leur capacité de combat. Ensuite sur la liste se trouvait quelqu'un que Vikir pensait être en plein entraînement d'isolement, mais qui revenait plutôt pour assister au grand banquet. Il s'agissait de quelqu'un nommé Seth le Baskerville, classé comme membre de la chambre basse de la cité du Sous-Chien. Il détient le statut de comte de l'ombre et a le prestige militaire du diplômé de rang intermédiaire. Une note indique qu'il est le deuxième fils d'Hugo le Baskerville et est actuellement deuxième dans l'ordre de succession. Comparé à son frère aîné, son talent en escrime est médiocre et il était plutôt faible dès son jeune âge. Sa personnalité n'est pas comme celle des autres Baskerville, il est doux et gentil. Quand il était plus jeune, il était persécuté par Hugo pour sa faiblesse. Les chiens de chasse qui mouraient comme s'ils étaient des déchets, il était le seul à pleurer pour eux. Il était aussi la seule personne que Vikir respectait dans la famille Baskerville. Vikir ne pouvait pas croire qu'il était capable de le rencontrer à ce moment-là. Alors qu'il parcourait les rapports restants, il pouvait voir quelques visages familiers et les placer immédiatement, surprenant Cindy qui se demandait pourquoi il parcourait rapidement les rapports restants alors qu'elle faisait de son mieux pour les enquêter. Vikir lui dit que c'est parce qu'il connaissait très bien ces gars-là. Ce sont nos triplés préférés, avec son aura sinistre de chien de chasse activé, Vikir sourit en regardant les rapports de tout le monde, sachant qu'avec ces personnes présentes demain au grand banquet, il se passera certainement beaucoup de choses intéressantes. Merci d'avoir regardé cet épisode de Manga Fury 2. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu. Votre soutien est crucial pour faire grandir la chaîne. À la prochaine.